Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour la première scène de ce dimanche. Aujourd'hui, on va parler du miel, et pas n'importe quel miel, on va parler du miel de tilleul de Picardie. Je suis accompagnée d'Aline, on est toutes les deux de l'agence culinaire Sublimeur, on référence depuis 2019 des adresses engagées des Hauts-de-France pour une gastronomie responsable. Aujourd'hui, on est avec deux acteurs du coup de la gastronomie, Sylvaine Charpentier, apicultrice, et on a Julien Schlinder et Laura Schlinder du restaurant Le Mesquité au Touquet. Je vais dire quelques mots en plus sur chacun d'entre vous. Donc, Sylvaine, vous êtes présidente de l'Association d'apiculture des Hauts-de-France. Vous êtes aussi très impliquée dans la structuration de la filière. Vous avez repris la miellerie de la Divette, miellerie créée par votre père, située à Thiécourt en Picardie. Et enfin, vous avez à cœur de travailler autour du miel de tilleul de Picardie, miel pour lequel vous souhaitez vraiment développer une appellation d'origine, une indication, une IGP, avec d'autres apiculteurs des Hauts-de-France. Donc c'est de ce sujet-là dont on va discuter aujourd'hui. Et Julien et Laura, vous avez le restaurant Le Mesquité depuis 2020. Donc Julien, tu es le chef et Laura, toi, tu es en salle. Vous avez fait vos armes au sein de plusieurs établissements de la Côte d'Opale, notamment auprès du château de Montreuil et de l'anecdote d'Alexandre Gauthier. Vous avez une très belle histoire et vous enverrez Le Mesquité, une carte naviguant entre les Hauts-de-France et le Mexique. Et aujourd'hui, vous avez décidé de sublimer du coup ce miel avec plein de belles préparations. On a hâte de voir ça. Super. Bah, si tu as des préparations à commencer. Ouais. Sylvaine, nous, de notre côté, on va peut-être introduire sur qu'est-ce que le miel de tilleul de Picardie, finalement. Donc le miel de tilleul de Picardie, c'est le miel vraiment spécial des Hauts-de-France. Il est très méconnu dans la profession parce que c'est un miel qui est assez fort. Donc du coup, il est très méconnu. Et puis surtout, l'apiculture dans les Hauts-de-France, elle est très méconnue. Souvent, on se dit, oui, les Hauts-de-France, c'est beaucoup de culture et très peu de miel sauvage. Donc non, voilà. Donc le miel de tilleul de Picardie, c'est un miel frais, mentholé, très puissant en bouche. Vous allez pouvoir le goûter normalement. Et on va le passer juste après. Puis du coup, voilà, donc la profession, elle a commencé un petit peu à se structurer dans les années 2000, avec effectivement donc, Dominique Charpentier, mon père, qui a voulu, avec des collègues des Hauts-de-France, structurer la profession apiculture dans les Hauts-de-France. Et donc, c'est tout naturel qu'on s'est tout de suite porté sur le tilleul, parce que très souvent, les miels de tilleul faits en Picardie, donc dans les Hauts-de-France, sont vraiment dans le haut du panier sur tous les autres miels de tilleul que vous allez trouver. Vous pouvez en trouver sur, voilà, dans les Pyrénées, sur Lyon, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est toujours un miel très supérieur. Et d'ailleurs, il est très, très souvent médaillé au concours général agricole de Paris, comme cette année. Voilà, cette année, donc, nous aussi, on a été, mais on a vraiment beaucoup de collègues des Hauts-de-France, et pas que, parce que du coup, comme c'est un miel qui vraiment est très, très bon, on a beaucoup d'apiculteurs professionnels du reste de la France qui transhument leurs ruches, c'est-à-dire qu'ils amènent un lot de ruches dans les forêts de Picardie pour réussir à sortir un miel vraiment très qualiteux. Finalement, une excellente nouvelle pour la reconnaissance de ce produit. Voilà, donc du coup, ça fait un bout de temps avec Terroir des Hauts-de-France qu'on a engagé vraiment voilà, pour améliorer la reconnaissance du miel de tilleul. Et donc là, tout dernièrement, on est vraiment dans la structuration de l'IGP. Donc aujourd'hui, tout est bien annoncé. Il ne reste plus que de le faire valider par l'Europe. Mais vraiment, au niveau INAO, tout est OK. Bon bah parfait. Et justement, Julien, Laura, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de travailler, le miel, au sein de votre restaurant ? Pas assez encore, mais c'est très intéressant niveau saveur. Non, c'était le parti pris de sortir un peu de sa zone de confort et puis de mettre en avant le miel. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que tu es en train de préparer ? On est parti sur 2 bouchées. La première pour être aussi dans notre univers, sur une palenqueta d'amarante pour avoir une base de biscuits, de croustillants. Et puis après, pour rappeler le miel de tilleul, faire une crème pâtissière. Donc là, je suis en train d'infuser du tilleul pour corser un peu plus le goût. Et donc on peut voir après sur les bouchées qui vont être servies. Et pour apporter une petite note salin, on a mis un petit sel volcanique sur le dessus. Super. Toi, Laura, c'est quelque chose. Toi, tu es mexicaine, du coup. C'est quelque chose qu'on utilise au Mexique, un peu le miel, dans la cuisine, là-bas. Oui, merci.
Oui, on l'utilise beaucoup. D'ailleurs, comme il a dit Julien, la palanqueta, en fait, c'est pour que les gens ils puissent repérer. En fait, c'est un peu comme une nougatine qu'on fait avec l'amarante, qu'on le fait souffler nous-mêmes. Et du coup, on peut mettre des cacahuètes, des graines secs à l'intérieur. Et du coup, on utilise beaucoup le miel. Pas notamment du tilleul, mais surtout avec des miels avec des manglaires, où ils sont vraiment des abeilles à côté des plantations de mangue. Et du coup, ça donne un côté fruité. C'est différent en fait. Et c'est super intéressant qu'on a découvert le miel de tilleul, parce qu'il y a vraiment un goût très subtil, un peu plus, comme tu disais tout à l'heure, des fois on n'arrive pas à mettre les mots, frais, un peu mentholé, mais le tilleul c'est vraiment très délicat. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le mélanger avec des ingrédients qui vont prendre le dessus sur le miel, parce que sinon on va la camoufler un peu. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi l'amarante, parce qu'il a la texture, mais il va rester quand même, il va laisser la place au tilleul pour s'exprimer. Super. Finalement, la transition toute trouvée, quelles sont finalement les qualités organoleptiques du miel de tilleul de Picardie? Comment on le reconnaît parmi tant de miels qui existent aujourd'hui? Mais donc du coup, frais, mentholé, effectivement, au contraire des pays chauds. Donc du coup, automatiquement, dans un pays chaud, ça va souvent être très chaud. Et donc le miel, il a de la chaleur comme ça, et très boisé aussi. Que le miel de tilleul, c'est en Picardie, c'est dans les Hauts-de-France. Donc un terroir, un sol, un climat qui est beaucoup moins chaud, et puis beaucoup plus humide. Donc du coup, beaucoup plus frais. Herbacé, frais, et puis donc le tilleul vraiment très mentholé. C'est ça vraiment qui est sa spécificité. Et puis après, au niveau texture, c'est un miel qui cristallise, donc qui devient crémeux à dur, et puis qui est couleur ivoire, comme on peut voir sur les peaux là ici. Est-ce qu'en fonction des années, du coup, à la fois la texture du miel et son goût un petit peu peut évoluer d'une année sur l'autre? Donc automatiquement, si le climat est parfait pour cette mielée, il va vraiment être très très mentholé. Par contre, c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, on est face à des années de plus en plus chaudes et le mentholé peut commencer à descendre. Et du coup, le mentholé descend pour laisser place à quel type de saveur? D'autres Non, pas spécialement. Peut-être plus chaud, et c'est ce qu'il ne faut pas. Mais donc on est sur une IGP et normalement, on sera toujours dans le haut du panier, quoi. Bon merveilleuse nouvelle alors. Et comment On va peut-être pouvoir faire goûter le miel aux gens du public, vu que c'est un miel quand même assez particulier, tout le monde n'a pas l'occasion de le goûter à chaque fois. Moi, je voulais savoir, Julien, qu'est-ce que tu en as pensé la première fois que tu l'as goûté? Très surpris, parce que c'est une note très fraîche et très intéressant. Donc là, on a fait aussi une guimauve aussi, pour mettre en valeur le miel. Et ça m'a même donné une idée pour le food corner de tout à l'heure, de faire une guimauve au miel de tilleul et la betterave rouge. Comme ça rafraîchit le côté terreux de la betterave. Une Donc belle association avec un produit des Hauts-de-France. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on te retrouve sur le corner juste après ça. à midi. Donc génial, on a hâte de goûter ça en avant-première. Et d'ailleurs, Sylvaine, nous on vous retrouve sur le village artisan aussi toute la journée. Donc si vous aimez finalement tout ce que vous voulez goûter là, c'est parfait. Moi, je voulais savoir un peu votre processus de création de vos recettes, parce que du coup, comme j'ai dit, votre restaurant il navigue entre les Hauts-de-France, le Mexique, etc. Est-ce que vous prenez des spécialités françaises, vous ajoutez une touche mexicaine, des spécialités mexicaines, vous ajoutez une touche française? C'est un peu ça le déroulé? Au début, c'était un peu ça, mais on a pris en maturité depuis 3 ans. Et là, récemment, on a rénové le restaurant. Et donc, du coup, on s'affirme plus dans notre cuisine. Et c'est plutôt une cuisine personnelle maintenant. Au début, c'est vrai qu'on était sur la fusion, vraiment sur le fumage au mesquité. Donc c'est toujours l'axe aussi central de notre cuisine. Mais maintenant, au-delà de ça, c'est devenu une cuisine personnelle. Et voilà, Et surtout, on va amener en fait, pour vraiment que les gens soient plus ouverts à découvrir notre cuisine, vraiment délicate. Délicate le Mexique, surtout maintenant, c'est mis beaucoup de défis. On va faire beaucoup de légumes en dessert. D'ailleurs, le chef, il a un dessert signature à base
de la rate du Touquet. Et du coup, en goûtant les miels, du coup, c'est ça qu'on veut vraiment faire ces parties pris parce qu'on a toujours connu les miels avec les viandes pour un peu les déglacer et donner un goût un petit peu plus fort. Mais en goûtant son miel, en fait, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Et du coup, maintenant, on veut l'incorporer soit avec en entrée avec un côté végétal ou en dessert avec quelque chose de végétal. Et du coup, comme on t'a demandé tout à l'heure comment on crée notre cuisine, maintenant, en fait, on a les éléments devant nous et un ingrédient du Mexique. Et du coup, il faut que le Mexique il reste délicat et surtout tout en valeur les produits du terroir. Et maintenant, on n'est plus dans les clichés, c'est piquant, c'est épicé. Non, on va rester quand même dans la délicatesse. Et lui, il a des idées. On goûte ensemble et on réaffirme à deux. C'est comme ça qu'on crée. C'est pour ça qu'on est parti avec une cuisine personnelle, parce que c'est vraiment tous les deux qu'on peut s'inspirer tant de la France comme du Mexique, mais c'est surtout avec toutes les choses qu'on a goûtées à travers de nos voyages. Là, si on était quelque part et ça nous rappelait une acidité de quelque chose, on va l'incorporer dans un dessert. Et du coup, c'est les choses que maintenant, avec les rénovations qu'on a fait des restaurants, du coup, maintenant, on fait vraiment, il y a plus de cartes dans nos restaurants, c'est vraiment des menus pour donner un petit voyage, un moyen et un grand voyage. Et du coup, c'est les gens qui se laissent vraiment, que nous, on les accompagne dans ce voyage. Du coup, maintenant, on est content de ça. C'est génial. Je pense qu'il y a quelques images aussi du restaurant que vous avez envoyé, de toutes les rénovations que vous avez faites, parce que vous avez rouvert il n'y a pas longtemps. On va pouvoir voir ça, c'est génial. Nous, on peut peut-être repartir sur le côté plus reconnaissance du miel de tilleul de Picardie, savoir un petit peu comment la démarche s'est construite, savoir ce que le cahier des charges stipule, plutôt peut-être savoir depuis combien de temps la démarche a été lancée aussi. Alors du coup, donc dans les années 2000, on a créé l'association de développement apicole des Hauts-de-France, donc ADA, c'est tout un réseau, on a une fédération nationale aussi, donc qui met en avant l'apiculture professionnelle, qui est assez méconnue. On connaît beaucoup l'apiculture de loisirs, mais très peu la professionnelle, c'est-à-dire qu'on en vit, on est des agriculteurs à part entière. Et donc, du coup, très vite, avec cette histoire du miel de tilleul de Picardie, on a, à l'époque, c'était terroir de Picardie, donc maintenant qui est terroir des Hauts-de-France, qui nous a beaucoup, beaucoup soutenus pour justement essayer de sortir un produit type. Donc ils ont fait aussi des autres choses, notamment le haricot de Soissons, l'ail d'Arleux, tout ça, quoi. Donc très soutenu par terroir des Hauts-de-France. Donc du coup, déjà un réseau sur tout ce cahier des charges. Et donc, il était déjà assez bien fait. On avait réussi à faire un zonage avec, comme on est une soixantaine d'apiculteurs professionnels dans les Hauts-de-France, on savait à peu près où est-ce qu'on arrivait à faire du tilleul de Picardie. Et du coup, on a réussi à faire un zonage comme ça. Parce qu'une IGP, automatiquement, c'est sur un zonage. Donc là, aujourd'hui, actuellement, on a à peu près 1500 communes sur tout le territoire du sud des Hauts-de-France. Donc ça, il faut bien le comprendre. Les forêts de tilleul, c'est pas dans le nord-nord, c'est vraiment en Picardie. Dans l'ancienne région Picardie. Voilà. Et donc, à peu près 1500 communes, beaucoup de forêts. Donc les forêts notamment de Halat, là où vous avez Senlis, Chantilly, et puis un beau zonage. Voilà. Et donc... le cahier des charges, il est construit sur ça. Il est construit, heureusement, sur de l'organoleptique. Et là, on a... donc, nous, on s'est beaucoup formés. Donc, au début, avec la marque Terroir des Hauts-de-France, on avait un comité de dégustation avec des personnes formées qui agréaient ou non le miel qu'on présentait.
Et là, maintenant, avec la démarche IGP, ce sera plus privé, ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus gros, quoi, avec des professionnels sur le tilleul. Et puis après, au niveau d'une démarche IGP, hein, vous êtes producteur, que ce soit du miel, du vin ou autre chose, vous adhérez à un organisme de gestion, et puis là, après, vous produisez, donc selon un cahier des charges, et puis à la fin, il y a toujours quand même un comité de dégustation. Ok, et donc bien sûr, l'ambition, c'est que ce soit reconnu au niveau national. Oui, il n'y aura pas de souci. Bah, déjà, De toute manière, déjà, donc, la région des Hauts-de-France, hein, région gastronomique, hein, pour l'année 2023, région européenne de la gastronomie. Donc, oui. bon, voilà, déjà, on a un gros poids par rapport à la région. Et puis, je vous dis, là, c'est vraiment, tout est... On pensait même que l'IGP serait faite plutôt en 2025-2026, mais ça va très, très vite. Voilà. Bon, bah, en espérant finalement que l'Union européenne donne son feu vert assez rapidement. C'est l'union, donc ça met toujours un petit peu de temps, surtout qu'il y a des choses politiques qui arrivent entre-temps, mais il n'y a pas de souci, normalement on aura une IGP dans les Hauts-de-France de miel. Et donc ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui, les IGP au niveau miel, c'est surtout dans le sud. Hein, vous avez tout ce qui est miel de lavande, vous avez le miel de châtaignier des Cévennes, vous avez le miel des Landes. Et voilà, encore une fois, comme je vous disais en introduction, la région Hauts-de-France, c'est vraiment une terre d'apiculture très très méconnue. Donc aujourd'hui, bientôt, on aura notre IGP au niveau du miel. Bah, ça, c'est parfait. On a hâte. Et du coup, peut-être qu'on peut revenir un peu à ta recette, Julien. Donc là, tu as préparé la crème pâtissière, Ouais, c'est ça? bon, c'est plutôt une crème mousseline. Bon, après, là, je ne peux pas terminer parce que normalement, il faut monter au beurre à chaud et aller jusqu'à complet refroidissement et terminer au beurre. Et donc, du coup, ça va être la bouchée qui va être proposée. Okay. Et puis la guimauve, c'est pareil. Donc tout ça, c'était fait en amont. Okay. Par contre, là, je vais faire les pop-corn d'amarante. Ok, donc ça, c'est juste des graines que tu viens mettre. Ouais, les graines dans une poêle bien chaude. Et, ça a soufflé. Ça souffle, donc c'est tout de suite en volume. Et donc après, pour faire la base du biscuit, c'est un caramel. Après, il est déglacé au miel de tilleul, couché entre 2 feuilles de papier sulfurisé, en porte-piécé. Et ça fait la base d'un biscuit. Super. Alors là, en direct, on va voir si ça souffle. Ah bah oui, ça va être le grand moment. Et pourquoi tu as pensé du coup à prendre les graines d'amarante? C'est parce que c'est une pâtisserie mexicaine qui... Ouais, voilà, c'est ça. On est encore dans cette influence. Et au final, l'amarante, ça fait aussi, c'est une plante qui fait des queues de renard aussi, ce qu'ils appellent. C'est très volumineux, c'est très joli aussi. On en a mis des fois en décor au restaurant. Souvent considéré comme une mauvaise herbe en fin de compte. Okay. Les feuilles se mangent comme une feuille d'épinard, mais ils n'ont pas tellement de goût que ça. Ce qui est plus intéressant, c'est la graine. Okay. Et après, on peut le cuire aussi à l'eau. Et ça peut faire des salades ou voilà, on peut largement l'utiliser en cuisine. Ok, génial. Et dans la crème pâtissière, tu as rajouté un beurre que tu as fumé, c'est ça? Oui. Au bois de mesquité. C'est un peu votre marque de fabrique que vous faites Tout à fait. au restaurant. Parce que le mesquité, du coup, arbre originaire du Mexique, c'est pour ça que vous avez décidé d'appeler votre restaurant comme ça. Oui, et surtout pour revenir à l'amarante, en fait, l'amarante, c'est pour ça que maintenant, il est de plus en plus dans les cuisines, parce qu'il y a vraiment beaucoup de propriétés nourrissantes et pas que. Il y a beaucoup de propriétés en fait au niveau du corps. D'ailleurs, les ancêtres, les Mayas, en fait, ils l'utilisaient pour se nourrir quand ils partaient à la chasse. Et du coup, maintenant, avec la cuisine végane et végétarienne, comme il ne peut pas, des fois, avoir beaucoup de matières venues grasses de l'animal, le lait, le beurre, du coup, au lieu de faire, vous voyez, un sablé avec du beurre, bah, du coup, on peut le remplacer avec l'amarante, qui du coup, ça donne un côté craquant. Du coup, il est en train de souffler. Voilà. Déjà, ça, savoir, hein, c'est une petite histoire. L'amarante, il était très valorisé là-bas, et même plus que l'or. Parce que, en fait, un grain de maïs, il est lourd. Et l'amarante, non. Pour 1 kilo, on peut avoir un grand... pour avoir 300 grammes, il a fallu s'amuser. Et là, ça peut faire énormément. Et c'est ça qu'il n'est pas assez connu. On connaît beaucoup la tapioca et des autres graines. Mais l'amarante, on n'a pas cette opportunité. Et du coup, c'était l'occasion de faire découvrir
plus aux gens et qu'eux-mêmes ils puissent souffler. Parce que des fois, c'est pas simple. Les gens, ils les trouvent comme ça dans les magasins nature. Et des fois, ils ne savent pas qu'on peut les faire souffler. Du coup, voilà, c'était l'occasion de les présenter ça. Super. Et j'avais une petite question aussi sur, je pense que vous attachez beaucoup d'importance à travailler avec des producteurs régionaux, locaux, travailler à la Clara du Touquet, etc. Comment vous sourcez, c'est quoi un peu votre processus depuis 2020 et depuis vos expériences précédentes? On essaye d'être proche des producteurs. Donc, on pourrait l'être encore plus, mais pour faute d'équipe, c'est toujours compliqué. Je peux pas être. On pourrait toujours. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Mais on essaye au maximum de. Vous avez déjà un très bel engagement de ça, voilà. Et c'est déjà très bien. C'est au fil de notre expérience ici dans la Côte d'Opale. Julien, ça fait 10 ans qu'il travaille là-dessus. On a eu l'opportunité, soit avec les respectifs chefs qu'on a fait tous les deux, de travailler avec la Côte d'Opale gourmande, par exemple, où il y a Gis et David qui se trouve à Boulogne. Il y a aussi la Rate de Touquet. Et du coup, grâce à tous ces événements qu'on a pu savoir avec eux, on rencontre beaucoup, et avec vous aussi. Parce qu'avec le collectif, il y a beaucoup de producteurs. Et avec toutes les organisations qu'on peut faire à Lille, du coup, c'est comme ça aussi qu'on retrouve tous nos producteurs. Oui, pour ne pas oublier, du coup, le Mesquité fait partie du collectif Sulumeur, un collectif de chefs, d'artisans et producteurs dans tous les Hauts-de-France qui sont engagés pour une gastronomie responsable. Donc, on a aussi à cœur de tisser des liens, de les accompagner aussi à tisser des liens entre chefs et producteurs pour toujours valoriser la région le mieux possible. Sylvaine, on parle producteur. Je vais peut-être en profiter pour parler un peu de la réalité de la réalité en tant qu'apiculteur aujourd'hui. Il y a des conditions climatiques qui changent, qui évoluent. En quoi ça influe aussi votre réalité de métier et en quoi potentiellement ça peut influer sur le résultat, donc qu'est le miel? Alors, donc le dérèglement climatique, ça se traduit au niveau de la nature par des saisons qui peuvent être très courtes. La semaine dernière et la semaine précédente, il faisait très chaud. C'était vraiment très chaud pour un printemps. C'est vrai. Donc, vous avez vu, tout a explosé. Hein. Déjà les saules et les pruneliers qui sont magnifiques, qui sont des arbres mellifères. Donc les colonies d'abeilles, elles commencent à se développer. Et puis un week-end comme aujourd'hui, qui est vraiment... Bon, là, on est enfermé, donc je ne sais pas, mais je sais qu'il faisait très froid hier, avec beaucoup de vent. Une semaine aussi qui va être très venteuse. Donc du coup, c'est une adaptation des abeilles qu'il va falloir trouver pour qu'elles réussissent à s'adapter à des parcours où tout d'un coup, tout explose. Il faut qu'elles se développent et puis tout s'arrête. Donc là, c'est pas évident. Nous aussi, par rapport au dérèglement climatique, on travaille beaucoup, spécialement à la miellerie de la Divette, sur la réduction de l'impact carbone. Donc donc nous, on est dans un coin vraiment où on a accès on arrive à faire une gamme à peu près de 6 à 7 différences de miel. Donc du coup, on a accès vraiment sans faire beaucoup de kilomètres, à plusieurs mielées différentes. Donc on passe du miel de printemps avec du prunelier et du miel de culture dedans quand même, parce qu'on ne peut pas faire sans. Tu peux nous dire un peu ce que c'est que le miel de culture, parce que je suis pas Donc sûre le que miel de culture dans les Hauts-de-France, ça va être le colza. Hein, le colza avec le développement du bioester, tout ça. Et automatiquement, les agriculteurs, ils en font beaucoup. Et le colza, c'est mellifère, très très mellifère. Ça donne vraiment beaucoup de miel, les abeilles adorent. Donc automatiquement, où que vous soyez ici dans les Hauts-de-France, vous ne pouvez pas faire sans parce qu'il est là. Vous ne pouvez pas museler vos abeilles, sinon elles vont dépérir. Donc il faut les laisser faire. Transhumer, bouger les ruches pour pas pouvoir avoir accès au colza, c'est pas possible parce qu'il y en a vraiment partout. Donc il faut faire avec. Donc voilà, on a du miel de printemps où souvent on a du colza qui est mélangé avec du prunelier sauvage, du saule. Nous, dans notre zone, on n'arrive pas à faire du miel de saule très spécifique. Par contre, vous avez des zones, et je peux vous donner des adresses après si vous avez besoin, où on a des apiculteurs pros qui arrivent vraiment à faire un miel de saule vraiment très beau. Et c'est aussi peut-être une spécificité des Hauts-de-France, pas évident à trouver le miel de saule. Ensuite, on a des miels de toutes fleurs qui vont être avec plutôt de l'aubépine et de l'érable sycomore. Donc justement, le dérèglement
climatique fait qu'il y a une nouvelle mielée qui est arrivée dans les Hauts-de-France, c'est l'érable sycomore. Donc c'est un miel très doux, très jaune, très liquide, et il vient se confondre avec l'aubépine. Derrière, on a toujours le miel d'acacia. Donc un miel qui est très apprécié par les amateurs parce que c'est un miel liquide avec un arôme très très fin. Très connu, oui. Ouais, très connu, qui reste liquide vraiment plus longtemps. Donc du coup, on a toujours cette image du miel liquide, à savoir quand même que en France, en fait, le miel, il est cristallisé la plupart du temps. C'est un phénomène naturel. En combien de temps? Oui, ça se cristallise. Ça dépend du miel, mais par exemple, le miel de tilleul, il peut vraiment... là, celui-ci, par exemple, qui est ici, on l'a produit donc au mois de fin juin, début juillet, et vous voyez, il est déjà cristallisé, quoi. Oui, donc, ok, c'est ça tout va à fait assez normal. vite. Ouais. Et puis après, derrière, dans les Hauts-de-France, on fait donc du miel souvent du miel de toute fleur. On appelle ça vulgairement millefleur, toute fleur, fleur d'été. Donc là, ça va être souvent plutôt une zone tilleul châtaignier, de la ronce, du tilleul, du châtaignier. Ça nous fait, selon les années, plus tilleul, plus châtaignier. Et puis, on peut aussi aller après faire du miel de luzerne. Donc, dans la région, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont de l'Aisne. Donc, l'Aisne est très proche de la région Champagne. Et donc, on arrive à faire du miel de luzerne. Donc, c'est une culture, mais une culture avec très peu d'intrants chimiques. Donc, du coup, qui est très favorable pour les abeilles et très mellifère. Et en plus, si je ne me trompe pas, ça permet aussi d'étendre un petit peu la période. Ça permet d'étendre la période, effectivement. Donc, je n'ai pas répondu à votre question. Je suis partie sur plein d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, la spécificité du dérèglement climatique avec l'apiculture, c'est vraiment, voilà, on a une colonie qui se développe parce que tout d'un coup, il fait très chaud, mais qui s'arrête parce que il fait très froid. Et donc, nous, en tant qu'apiculteurs, c'est la capacité de pouvoir subvenir à leurs besoins à ce moment-là. Et puis aussi, effectivement, peut-être plus de transhumance pour certaines personnes, pour certains apiculteurs, parce que dans leur région, il n'y a plus rien, il fait trop chaud, les fleurs s'arrêtent. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. On a aussi la problématique, du coup, avec toujours cette... tout d'un coup, il fait chaud, et puis tout d'un coup, il fait très froid. On a des gelées qui peuvent être très tardives. Et donc, par exemple, la mielée d'acacia qui peut être gelée à cause d'une gelée très tardive. Et donc, du coup, pas de miel d'acacia, quoi. Et du coup, le miel de tilleul, alors le miel il est de en danger tilleul, lui, comme il est en juin, fin juin, normalement, on n'est pas très embêté par la gelée. Enfin, j'espère que ça n'arrivera jamais. Et par contre, voilà, ce qui peut être embêtant, c'est les canicules. Donc, avec la baisse de l'arôme mentholé. Le tilleul, il a apparemment une capacité de résister aux canicules. Pour le moment, c'est un arbre qui n'a pas encore montré de faiblesse au niveau des maladies. Le fort, frêne, finalement. Par exemple, le chêne, ils ont des maladies, donc un gros point fort, effectivement. Et puis, une capacité au stress hydrique, donc hydrique en manque d'eau. Et voilà, normalement, on devrait réussir pour quelques années encore à avoir un miel de tilleul IGP. Bon, on espère, parce que comme c'est que le début de la reconnaissance, j'espère que ça va bien prospérer. Oui, donc là, on a pu vous passer les 2 bouchées réalisées par Julien. Donc, j'espère que vous vous régalez. Vous avez pu du coup goûter le miel, puis goûter les préparations faites avec. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire, Julien. Je crois que sur la guimauve, tu as vaporisé un peu de mescal, c'est ça? Non, j'ai mis du pollen dessus. Ah, du pollen. Pour ok. rappeler le miel. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi avec les boissons? Est-ce que tu rapportes un peu des boissons du Mexique pour faire des accords avec vos Ouais, plats? on a une belle cave de mezcal et de tequila, effectivement. Ouais. Génial, pour faire des beaux accords avec tout ça. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur peut-être les futurs projets de votre restaurant. Donc on vous retrouve au Touquet, vraiment à 500 mètres d'ici, dans une superbe adresse. Bon, les projets, c'est que les travaux se sont bien passés et maintenant on se sent chez nous et on est très fiers du restaurant qu'on a. C'est génial, c'est merveilleux. Si Laura, tu as quelque chose à dire? Qui vient nous découvrir et c'est sûr qu'à l'extérieur on n'a pas mis une carte, on a mis simplement une synthèse de comment ça passe au restaurant. C'est vraiment nous faire confiance, passer la porte et se laisser guider, parce que des fois, ça peut être un double tranchant, en fait, le fait de ne pas avoir une carte et dire qu'est-ce qu'on mange. Mais c'est ça que nous, on veut vraiment créer un voyage autour de notre cuisine. Et on a pris cette décision de ne pas mettre un menu dehors. Et c'est pour ça qu'on met simplement... Les stratégies possibles de faire, on a un menu en 6 temps, 4 temps et 3 temps.
Puis c'est vrai que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on court, on veut tout contrôler, tout voir, tout en photo avec les réseaux et tout ce qui s'ensuit. C'est bien aussi d'arriver dans un restaurant, puis sur l'espace d'un dîner, de se laisser porter, puis couper pendant 2 ou 3 heures le repas sans savoir ce qu'on mange, quoi. Oui, surtout que maintenant, le temps, il va vite, on n'a pas le temps pour soi, et c'est temps plaisant de se laisser guider. De l'apéritif jusqu'à le digestif, les gens ils découvrent des choses, ils redécouvrent aussi des ingrédients locaux qui ne sont jamais imaginés les associer. Des fois, des choses ensemble, par exemple, on fait la rate de Touquet, par exemple, on fait un lait avec l'almidon de la pomme de terre, une glace à la pomme de terre, et on essaye, et les gens, ils ne s'imaginent pas avoir un dessert avec la pomme de terre, par exemple. Et c'est ça que dans chaque plat, on va vraiment venir en source avec des choses qui sont tous les jours, qui on a un quotidien, du coup, on les cuisine classiques. Prendre le Mais contre-pied, quoi. Voilà, et nous, on prend contre-pied, pas non plus qu'il soit n'importe quoi, vraiment que ça vient à la source, que les gens ils se régalent, mais avec une autre vision de la cuisine. Voilà, et maintenant on est très fiers, on est content de notre lieu. Maintenant le Mesquite c'est chez nous. Avant on se sentait vraiment pas à notre place. La cuisine était là. Ouais, on a dû s'adapter, de faire ce qu'on proposait avec le cadre qu'on avait. Et à un moment donné, voilà, il y a une distance qui se crée. Parce que c'est un tout, c'est le lieu, l'ambiance qu'on propose. Mais il faut que le reste y suive. Et puis pour avoir des choix aussi francs qu'on a, il fallait que le lieu soit agréable. Voilà. Et aussi, là, on a commencé comme ça, et on a beaucoup de surprises là, mais c'est le temps de nous mettre en place. Ça fait à peine un mois qu'on a fait les changements, on n'a pas annoncé ça dans les réseaux. On n'a pas changé encore notre site, du coup les gens ils sont encore la façade bleue. Et du coup comme on est une petite équipe, du coup on essaye de faire le plus vite que possible. Mais les gens sans aucun souci, ils peuvent passer, nous demander, on va être toujours là pour les guider. En tout cas, ça donne envie de venir déguster, bien sûr. Bon, là, le temps se termine. On va devoir clôturer cette scène. On vous laisse du coup patienter quelques instants avant de retrouver Michael Bror ici sur cette même scène.